n'y a pas de candidat de l'État, il n'y a que des candidats de parti ou des indépendants, a rappelé aujourd'hui la société civile qui a appelé à mettre fin à la promotion des candidats du parti au pouvoir aux élections communales, présentés comme des candidats de l'État par certains élus et agents de l'État, une situation qui pousserait indirectement les fonctionnaires à prendre parti pour ces candidats. Les vols annulés et retardés sont devenus fréquents avec la compagnie Madagascar Airlines. Elle a annoncé dernièrement plusieurs retards et perturbations. Avec uniquement 2 avions opérationnels, la compagnie est au bord du gouffre. L'absence de stratégie claire en matière de transport aérien, combinée à une gestion discutable des fonds publics, est à l'origine de cette difficulté. La société civile a appelé à mettre fin à la promotion de certains candidats aux élections communales, présentés comme des candidats de l'État par certains élus et agents de l'État. Selon le code électoral, les institutions publiques, les systèmes gouvernementaux et les fonctionnaires doivent faire preuve d'impartialité pendant la période électorale. Il est donc surprenant de constater que des hauts fonctionnaires ainsi que des chefs de district se livrent à des activités qui ressemblent à des campagnes visant à soutenir et influencer les électeurs en faveur des candidats du parti au pouvoir, qu'ils qualifient de candidats de l'État. Le code électoral stipule que les fonctionnaires et agents de l'État doivent faire preuve d'impartialité pendant les élections. Cependant, actuellement, il y a une forte promotion de ce qu'on appelle les candidats de l'État, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains fonctionnaires vont soutenir ces candidats. Or, selon la loi, l'État n'a aucun parti politique et ne présente aucun candidat. Les candidats proviennent de partis politiques, d'organisations ou sont indépendants. D'ailleurs, même en consultant la liste des candidats sur le site de la CENI, il n'y a aucune mention de candidat de l'État. Il est donc important de ne pas promouvoir cette idée, car cela risque de perturber le processus électoral. L'utilisation du terme candidat de l'État exerce une pression indirecte sur les fonctionnaires, les incitant à soutenir les candidats du parti au pouvoir. Cela crée une pression sur les fonctionnaires, les obligeant à soutenir les soi-disant candidats de l'État, une notion qui n'a pas de fondement légal, car il n'existe en réalité que des candidats issus de partis politiques. Le choix des électeurs doit être guidé par la conviction et non par une contrainte. De plus, cela pourrait favoriser ces prétendus candidats de l'État en leur permettant d'utiliser les ressources publiques comme les biens de l'État ou les laissez-passer émis par les chefs de Cisco et les districts. Il est donc impératif de mettre fin à la promotion de cette idée de candidat de l'État. Tous les candidats sont égaux, qu'ils proviennent d'un parti, d'une organisation ou qu'ils soient indépendants. Et c'est cela qu'il faut promouvoir. La société civile a souligné que les candidats devraient s'atteler à expliquer clairement aux citoyens le processus électoral, notamment les changements apportés au système des élections municipales lors de leur déplacement sur le terrain, au lieu de se contenter d'une simple propagande. Taïna Razafndouil, candidat à la mairie d'Antananarivo, s'efforce de proposer une alternative à l'éternel duo conflictuel formé par Ravalman et Radzouil, selon un article publié aujourd'hui par Africa Intelligence. Dans cette démarche, il bénéficie notamment du soutien d'Adzouadjian Narville, ancien candidat à la présidentielle de 2023. Il est également soutenu par la plateforme d'opposition Collectif An Malagasy. Africa Intelligence souligne que Taïna Razafndouil a minutieusement préparé sa campagne pour ces élections communales. Entre autres, pour soigner son autre région dans la capitale, il a participé au financement du film Napuna Nerikan Valaparik, une manifeste politique en faveur de l'unité nationale, sortie au moment où le débat public sur la nationalité française d'Andradzouil faisait rage. Ce film a été co-réalisé par Raymond Randzev, ancien vice-président de la Cour internationale de justice et ex-président de l'Académie malgache. L'avant-première du film, qui a eu lieu le 15 juillet 2023 au canal Olympia d'Antananarivo, a attiré un public prestigieux composé de plusieurs membres influents de l'élite merne de la ville. Lors de cet événement, Raymond Randzev et Taïna Razafndouil ont expliqué devant la presse que ce film se distingue par son approche originale, fruit de 5 années de recherche et d'enquête approfondie. Son objectif principal est d'éclairer les citoyens sur l'histoire de la création du royaume malgache et de les éduquer à la fois sur le passé et les enjeux actuels du pays.
Pour de nombreux observateurs, la candidature de Taïnarazaf Ndouil se présente comme une alternative rafraîchissante face au traditionnel clivage entre Ravaloman et Radzouil. Les solutions proposées par les dirigeants pour résoudre la crise énergétique risquent d'enfoncer davantage et détruire totalement la société Jirama, déjà accablée par des dettes, ont déclaré les politiciens. Le régime actuel manque d'une politique claire et sérieuse pour remédier aux problèmes d'approvisionnement en électricité. La société Jirama, qui peine à se redresser, continue d'enregistrer de lourdes pertes en raison de l'incompétence de ses dirigeants. La solution proposée par Andrazouil consiste à activer les TAC pour augmenter la production d'électricité. Qui dit TAC, dit Jovena, qui nécessite l'utilisation de carburant d'une valeur de 600 millions d'ariars par jour, soit 18 milliards d'ariars par mois. La subvention de l'État à la Jirama atteint un total de 1500 milliards d'ariars, sans compter un supplément de plus de 100 milliards par an. Cela illustre clairement une gestion inefficace. Andrazouil doit reconnaître que c'est la mauvaise gouvernance des 6 dernières années qui est à l'origine de la crise énergétique et hydrique que les Malgaches traversent actuellement à travers l'île. Face à cette situation, les dirigeants actuels devraient démissionner et reconnaître leur échec dans la gestion du pays selon les explications. La vision des dirigeants au cours des 6 dernières années n'a conduit à aucune réalisation concrète et a, au contraire, aggravé les problèmes existants. Rien ne va dans le pays, que ce soit sur le plan économique, social et sécuritaire. Andrazouil se vante des infrastructures réalisées, mais à quoi servent-elles? Elles ne permettent pas d'améliorer la vie des citoyens, ni de contribuer à leur développement. Les solutions qu'il propose ne font qu'aggraver les pertes pour l'État, et ce sont les citoyens, les consommateurs, qui en paieront le prix. Andrazouil a l'habitude de rejeter la responsabilité de l'échec sur d'autres. La pandémie de Covid, la sécheresse, le climat ou même ses collègues, mais il ne reconnaît jamais ses erreurs. Il est grand temps pour lui de reconnaître que ces 6 années ont été échec et inefficacité. C'est une crise de gouvernance. Radzouil, démissionnez, car vous êtes la source des problèmes qui frappent Madagascar. Les idées irréfléchies des dirigeants pour résoudre la crise énergétique risquent de conduire le pays vers une nouvelle crise encore plus dévastatrice. Presque tous les secteurs du pays sont gravement en difficulté, à commencer par le secteur éducatif et le social, mais cela ne semble pas toucher les dirigeants. Les vols annulés et retardés sont devenus fréquents avec la compagnie nationale Madagascar Airlines. Récemment, un avion Q400 loué à la compagnie Semer a été immobilisé pour des raisons non spécifiées, provoquant des désagréments pour de nombreux passagers. Selon les informations sur les 4 ATR encore en possession de Madagascar Airlines, seuls 2 sont opérationnels. Selon les responsables, 2 appareils ont subi des dommages et sont en réparation depuis près d'1 an, tandis qu'un 5e a été restitué à son propriétaire. Depuis plusieurs années, la compagnie nationale n'a plus opéré de vols internationaux au long courrier et doit régulièrement recourir à la location d'appareils. En déclin depuis 2019-2020, cette entreprise publique n'a bénéficié d'aucun plan de redressement tangible. L'absence de stratégie claire des dirigeants en matière de transport aérien, combinée à une gestion discutable des fonds publics, est à l'origine des difficultés actuelles. Le problème, à mon avis, est double. Non seulement Madagascar Airlines ne dispose plus que de 2 avions opérationnels, mais la ponctualité des vols n'est pas respectée. Cette irrégularité entraîne des complications pour les touristes, qui se retrouvent souvent en difficulté, notamment dans leur engagement professionnel. Cela témoigne d'une gestion déficiente de la compagnie. Il est essentiel de mettre en place une politique de transport aérien claire. Nous nommons des ministres en charge des transports et du tourisme, mais ces derniers n'ont souvent pas de vision approfondie de la politique publique sectorielle. Madagascar Airlines dessert actuellement 9 villes nationales, à savoir Diego, Sambave, Mahajanga, Thomasin, Sainte-Marie, Marantsech, Touliar, Fort-Dauphin et Mournave. Rappelons qu'Air Madagascar a été lourdement endetté jusqu'à 80 millions de dollars avant d'être entièrement liquidé sous l'administration d'Andrazouil lors de son précédent mandat.
L'entreprise d'État, autrefois symbole national, est au bord du gouffre en raison de la mauvaise gouvernance. Lorsque l'espace aérien malgache est en décadence, c'est tout un écosystème d'emplois et d'activités qui s'effondre. Lorsque les vols intérieurs et la compagnie nationale ne fonctionnent pas correctement, tout le secteur touristique en pâtit. L'absence de vision stratégique et de politique solide en matière de transport aérien affaiblit l'économie nationale. Outre les problèmes d'accès à l'électricité et à l'eau, vient s'ajouter la gouvernance déficiente dans les secteurs aériens et touristiques. Les Malgaches font vraiment face à une situation alarmante où les décisions en matière de vol semblent motivées par des intérêts personnels plutôt que par le bien public. De nombreuses promesses ont été faites au sujet du renouvellement de la flotte aérienne. En novembre 2021, le ministre Tinka Roberto avait annoncé que 2 avions destinés aux vols internationaux étaient en construction et que la formation des équipages malgaches était en cours, avec une mise en service prévue dans 4 mois. Par la suite, des annonces ambitieuses ont également été faites, y compris l'achat d'avions Embraer auprès du Brésil, mentionné même par le président. Pourtant, 2 ans plus tard, aucune de ces promesses n'a été concrétisée. 98% des maisons de la commune rurale d'Ivansk, située dans le district de Farafangan, ont été détruites par un incendie, a alerté le député de Farafangan. Bien que les circonstances exactes de l'origine du feu demeurent floues, les incendies de forêt dans le sud du district se sont intensifiés ces derniers mois. En conséquence, des milliers de résidents se retrouvent sans abri et appellent à l'aide du gouvernement. Par ailleurs, de vastes hectares de forêt ont été ravagés. Le député a également souligné l'importance du travail des gardes forestiers qui collaborent étroitement avec les communautés locales pour protéger les ressources naturelles de la région. Ces derniers méritent un soutien renforcé. La vigilance de chacun concernant le feu est ainsi appelée, surtout en cette saison sèche, pour prévenir de nouveaux sinistres. Les exploitants membres du ZBM, Zanak Pemari Vomjai, ont déploré la fermeture prolongée de la carrière d'Atsinzuran, située dans la commune de Kumadi, district de Mapkun. Bien que l'association ait lancé des procédures pour trouver des solutions à tous les niveaux, les autorités semblent rester indifférentes à la situation. Des responsables nommés et des élus continuent d'abuser de leur pouvoir en initiant, soit par l'intermédiaire de groupes d'hommes, des menaces et des actes de violence à l'encontre des exploitants du ZBM. Violence qui a exacerbé les tensions dans la localité et il est grand temps d'y mettre un terme, a déclaré le président de l'association. Nous appelons à la fin de ces violences qui deviennent de plus en plus intolérables en milieu rural. Les habitants sont particulièrement vulnérables aux provocations. Certains responsables ont déclaré publiquement qu'ils protégeraient leurs proches, même s'ils avaient tort. Ces provocations n'ont cessé de s'intensifier. Pire encore, une menace de mort a été adressée au président de l'organisation. Des maisons ont été démolies et lorsque j'ai demandé qui en était responsable, on m'a répondu que ce sont des personnes d'Antsinzuran. Il est grand temps que de telles violences cessent et la vérité doit éclater. Sanak Pemari Vomjai est la seule organisation légale ayant obtenu l'autorisation d'exploiter la carrière dans la région, mais elle n'a pas encore pu commencer l'exploitation en raison de problèmes organisationnels. Suite aux tensions ayant conduit à la fermeture de la carrière, le dirigeant de l'organisation a pris la mesure nécessaire et a adressé une lettre au chef du district ainsi qu'au chef de l'OMC sollicitant la réouverture de la carrière le 11 novembre dernier. En effet, avec l'approche de la saison des pluies, la situation devient difficile pour la population locale, d'où l'urgence d'une solution rapide. L'organisation réclame aussi la vérité et la justice dans cette affaire. Depuis le mois de juin, l'organisation ZBM est présente depuis le mois de juin, mais n'a pas encore pu procéder à l'exploitation, étant occupée à remplir les démarches administratives tout en subissant diverses violences. Nous sommes maintenant en novembre et ZBM continue de démontrer qu'elle n'est pas là pour semer le trouble, mais pour promouvoir le développement et respecter la loi. L'organisation n'a pu extraire aucune ressource, pas même 1 kilogramme, alors que ceux qui utilisent la violence contre ses membres ont, à plusieurs reprises, extrait des ressources d'Antsinzuran. Cela ne nous décourage pas. Ce que nous demandons, c'est simplement l'application de la loi
et la justice. La gestion de tous les secteurs, en particulier des ressources minières à Mapcoune, est complètement chaotique. Les pouvoirs exécutifs et législatifs ne sont plus distincts, tandis que l'abus de pouvoir se répand. Les responsables nommés et élus exploitent l'ignorance des habitants et le gouvernement central se contente de rester passif face à la situation, ont déclaré les membres du ZBM. Une situation qui ternit l'image d'un régime qui se vante pourtant de promouvoir le développement des Malgaches sans distinction. Bien que la loi sur l'agriculture biologique ait été adoptée en juillet 2020, suivie d'une stratégie nationale, sa mise en œuvre reste encore insuffisante. En effet, si environ 120 millions de dollars ont déjà été injectés dans le trésor public grâce à cette filière, ce chiffre reste modeste par rapport au marché mondial du bio, estimé à 157 milliards de dollars en 2022. Le problème réside non seulement dans l'absence de solutions concrètes, de stratégies tangibles et de leur mise en œuvre effective, mais aussi et surtout dans le manque de suivi, d'accompagnement et d'évaluation des projets agricoles dans le pays. Il est regrettable de constater que les difficultés des agriculteurs sont souvent utilisées pour obtenir des financements. L'agriculture semble n'être qu'un prétexte pour attirer les financements, car en réalité, il n'y a pas de véritable stratégie ni de programme durable visant à permettre à l'agriculture de contribuer de manière significative au PIB du pays. La loi est en place et il y a une stratégie. Alors pourquoi les progrès demeurent-ils lents, s'interroge l'analyste politique. Ces mesures seraient-elles insuffisantes pour développer la production biologique ? Selon les explications, comme pour d'autres secteurs, le gouvernement perd du temps à mettre en place divers systèmes sans apporter de solutions concrètes. Parmi les projets que les autorités projettent de mettre en œuvre figurent la CNABio, la Commission nationale de l'agriculture biologique, et l'USCAB, l'unité de supervision et de coordination de l'action publique, des structures censées soutenir la production biologique. Mais ces dispositifs sont-ils vraiment nécessaires pour promouvoir efficacement le secteur ?